Je suis très content de participer voilà, à cet échange et je me dis qu'à la fin de ce webinaire, on en sortira tous gagnants. Donc, voilà, merci. La thématique qui m'a été demandée de développer est la suivante. Comment développer des compétences de communication pour valoriser ses talents en tant que jeune? Donc, si c'est bien cela, c'est vrai, nous sommes tous fatigués, je présume. Et la première question que j'aimerais poser, chacun peut répondre dans le chat ou prendre la parole après avoir levé la main. Quelle est la compétence que tu penses qu'il te manque en communication et que tu aimerais développer? Peu importe que tu sois dans le milieu estudiantin ou alors que tu sois employé, par exemple, au sein d'une ONG, d'une association, quelle est la compétence en communication qu'il te manque? Donc, on peut interagir dans le chat box ou alors tout simplement prendre la parole. On a la prise de parole ou la oratoire, oui, de Martin. On a comment vendre ses compétences de Marcel, oui. Comment échanger avec son patron. La campagne display. Ok, merci voilà, de ceux qui ont interagi dans le chat box. Donc, pour commencer, d'abord, je voudrais qu'on revienne en fait sur les différents types de communication, peut-être pour être mieux situé. Voilà, le premier type de communication, c'est la communication visuelle. Ça veut dire que dans cette communication, on utilise les mots. La communication visuelle, dans cette communication, on utilise soit sa photo, son image, ou alors on utilise l'image de quelque chose pour valoriser quelque chose. Et dans cette communication concernant les personnes, on développe ce qu'on appelle le branding personnel. Le branding personnel, pour mieux communiquer, pour pouvoir se vendre, la communication visuelle est tellement importante. Parce que nous tous, je pense qu'on a des plateformes, numériques, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, et il est important de développer sa compétence, la compétence visuelle, c'est-à-dire que il faudrait être capable de pouvoir se vendre virtuellement à travers son habillement, à travers la façon de se positionner, en fait, à travers son image. Et pour le petit exemple, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent la JCI, l'organisation qu'on appelle la Jeune Chambre Internationale. À la Jeune Chambre Internationale, pour les membres qui appartiennent à la Jeune Chambre Internationale, il y a un style vestimentaire pour communiquer. Il y a un style de position, en fait, de statut qu'il faut adopter pour communiquer. Et je pense qu'en développant ce type de communication visuelle, on a plus ou moins, en fait, des contacts. On y gagne et aussi on valorise, en fait, on définit, en fait, ce qu'on aimerait que le monde comprenne de nous. Le deuxième type de communication, c'est la communication écrite. Et pour les adeptes de la communication écrite, il y a ce qu'on appelle la rédaction des contenus, des articles, des rapports d'activité. Ça, si on est dans une organisation ou dans une entreprise, il est important de pouvoir s'engager à prendre sur soi le fait de peut-être rédiger des rapports, rédiger des articles sur son domaine bien précis. Parce qu'il faut savoir que lorsque on veut développer de nouvelles compétences de communication, il faudrait être axé sur son domaine de prédilection. C'est-à-dire que son domaine dans lequel soit on travaille ou on aimerait développer en fait la communication pour
pouvoir communiquer au monde sur ce qu'on fait. Par exemple, je prends le cas en entreprise. Si en entreprise, voilà, on est dans une entreprise peut-être médicale et qu'on veut développer sa compétence écrite, on va par exemple essayer de rechercher soit des articles scientifiques, on va essayer de rechercher des articles qui parlent de la science, qui concernent en fait la santé, qui concernent la santé publique par exemple, qui concernent le développement des maladies, des vaccins et tout, parce qu'on reste dans un cadre spécifique. On peut faire des recherches dans la santé et aussi rédiger des contenus qui ont trait en fait au domaine de compétences précis. On peut rédiger des rapports, par exemple, on peut se porter garant de rédiger des rapports, on peut se porter garant, par exemple, de représenter peut-être son entreprise dans une conférence, dans un forum, dans un dialogue, parce qu'on a à vendre, en fait, sa compétence dans son domaine précis. Le troisième type de communication, c'est la communication verbale. La communication verbale stipule, en fait, transmettre un message de façon orale. Et pour de petits exemples, on a plusieurs jeunes leaders africains. Je prends l'exemple de Zach Moikassa, qui est un conférencier motivateur. On a par exemple, qui est un Béninois, je pense. On a par exemple au Cameroun le docteur Claudel Noubissier. Et si nous remarquons, nous allons comprendre que la communication en fait verbale touche un certain domaine précis. Et pour développer sa compétence de façon verbale, il est important de pouvoir s'exercer, de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre de ce que les autres ont fait. Et peut-être pour des jeunes qui ne s'y connaissent pas, de s'essayer par exemple chez eux par exemple, ou alors dans un cadre, dans un espace spécifique, un quatre murs, et essayer de pouvoir s'écouter, s'entendre, développer sa communication verbale, aller vers des personnes qui au quotidien développent leur communication et qui ont déjà un certain aura, avec les échanges, avec les expériences partagées et aussi avec le premier pas qu'on pourra faire, on peut mieux développer sa compétence, sa communication verbale. Le dernier type de communication que je voudrais présenter ici, c'est la communication non verbale. Quand je parle de communication non verbale, ça fait toujours trait au branding, ça fait trait aux articles qu'on rédige, aux rapports, et ça fait trait à notre personnalité qu'on valorise sans pour autant qu'elle soit verbale. Donc ça, c'est en gros, en fait, les différents types de communication. Et comme nous le savons tous, il est véritablement important à travers les compétences de communication, développer des soft skills, comme les autres panélistes l'ont dit plus tôt. Développer ces soft skills, c'est pouvoir faire des recherches, c'est pouvoir s'adonner en fait à ce qui est spécifique dans son domaine et de pouvoir développer ses compétences. Donc, voilà. Maintenant, quelles sont les astuces pour développer des compétences de communication afin de valoriser ses talents? La première astuce que je donnerais, c'est il faut écouter les autres parler. Et je répète, je réitère qu'il faudrait avoir un à deux domaines dans lesquels on exerce. Donc, tu ne peux pas quitter, par exemple, de la médecine peut-être pour pouvoir aller au sport, ou alors quitter du sport, peut-être aller dans la politique. Il faut être spécifique. Est-ce que je veux faire de la politique? Oui. Maintenant, il faut écouter je peux dire les artisans politiques. Il faudrait comprendre leur expérience et se documenter. Il faut écouter et il faut parler peu. En écoutant, on acquiert plusieurs compétences. En écoutant, on a un champ divers de connaissances qu'on apprend. Ça, c'est la première astuce pour développer ses compétences de communication. La deuxième astuce, je l'ai déjà dit, il faudrait se centrer sur un à deux sujets spécifiques. Au niveau de l'entreprise, pour des personnes qui travaillent dans des entreprises, il est important de pouvoir suivre un lièvre à la fois.
il faut suivre un élève à la fois. Ça veut dire que quoi? Si on a choisi, par exemple, de travailler dans une entreprise qui est, comme le premier panéliste l'a dit, qui concerne la communication dans la politique, je pense qu'il faudrait rester dans tout ce qui concerne la politique, rester dans ce cadre et se documenter, avoir de nouvelles connaissances dans ce domaine. Si on est dispersé, on ne peut pas atteindre les objectifs, on ne peut pas mieux apprendre. Et le troisième astuce, c'est qu'il faudrait accepter des challenges. Par exemple, si tu veux développer ta compétence dans l'art de parler en public, non seulement il faudrait écouter ceux qui ont été avant toi, et il faudrait beaucoup lire. Si tu t'es décidé qu'aujourd'hui, je vais par exemple lire 30 pages d'un livre qui parle de, voilà, de l'art oratoire, de parler en public, il faudrait être capable de pouvoir accepter le challenge, de pouvoir lire complètement le livre et de pouvoir faire un petit résumé de ce que tu retiens. C'est-à-dire il faut être capable de pouvoir gagner le challenge en te disant que je dois faire ceci, à la fin de la journée, tu puisses le faire, ou à la fin de un mois, tu puisses atteindre, voilà, cet objectif. Ensuite, pour développer aussi ses compétences, vous savez, on ne peut pas développer ses compétences en communication en restant juste, par exemple, dans son pays ou alors dans sa ville. Il faudrait être capable de pouvoir postuler il faut prendre part à des échanges. Ça peut être des workshops dans ton domaine, ça peut être des ateliers de travail, ça peut être par exemple des compétitions. Parce que je suppose que sur ce webinaire, nous avons déjà des jeunes professionnels, nous avons des jeunes peut-être qui ont passé le cadre universitaire, qui sont soit dans une entreprise ou alors soit qui recherchent par exemple de l'emploi ou qui sont en train d'entreprendre, qui recherchent de nouvelles conditions de vie. Il faut être capable de pouvoir, comme je l'ai dit, rechercher des programmes qui pourront nous permettre de pouvoir mieux développer nos compétences. Ça peut être des programmes de leadership, ça peut être des compétitions, ça peut être des discussions, des échanges entre jeunes dans le domaine dans lequel tu travailles. Du coup, tu auras de nouvelles idées, tu auras de nouvelles compétences et je pense que tu pourras développer tes compétences en communication au fur et à mesure. Et aussi, dans ce cadre aussi, il faudrait postuler à des échanges, à des programmes de bourse. Par exemple, ça peut être dans un pays étranger, ça peut être dans une autre ville de ton pays, comme je l'ai dit. Ça peut être un peu de partout, mais à la fin de la journée, à la fin de l'année, il faudrait que tu puisses faire une introspection ou alors essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai pu faire cette année et quel est le programme que j'ai pu faire ou alors je me suis adonné à quelle nouvelle formation ou j'ai pris quel nouveau point de ligne qui m'a permis de pouvoir avoir de nouvelles compétences dans la communication. Donc, de façon ramassée, les compétences en communication, pour gagner des compétences en communication, il faut investir sur soi. Il faut investir. Et quand on parle d'investissement, ce n'est pas toujours en termes financiers. On peut investir en termes de temps. Combien de temps, par exemple, après peut-être le boulot, tu essaies de faire des recherches en ligne sur un domaine qui te tient, un domaine sur lequel tu travailles. Combien de temps tu prends pour regarder d'autres pages sur des plateformes ou alors ouvrir de nouvelles pages, ouvrir par exemple ta page sur LinkedIn et aussi te vendre. Combien de fois tu suis par exemple des personnes qui ont été avant toi, qui ont réussi, qui développent mieux leurs compétences. Combien de contacts tu prends lorsque tu vas dans des regroupements de jeunes, dans des cérémonies qui peuvent t'aider, que tu peux rencontrer tête à tête, qui peuvent te donner de nouvelles astuces pour pouvoir avoir d'autres compétences. Donc, il faut se poser des questions. Moi, pour ma petite expérience, je prendrai le cadre de la JCI. Je rentre dans la JCI en 2019, la Jeune Chambre Internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas cette organisation, c'est une très belle organisation qui a plus de 106 ans d'existence et qui est dont la maison mère, la fondation est aux États-Unis. Je rentre dans la JCI en 2019
Et quand je rentre dans la JCI, moi, étant personnel médical, voilà, je n'avais pas de compétences au niveau. J'avais quelques compétences dans la rédaction, voilà, des rapports. J'avais quelques compétences dans le parler en public. J'avais quelques compétences dans, voilà, la valorisation du leadership, l'art de parler en public. Et cette organisation, en fait, à travers les rouages qu'elle offre, m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres sommités, en fait, d'autres sommités, d'autres coachs qui développent des compétences des jeunes. Et à travers des échanges, à travers des cours qu'on prend en ligne, à travers des rencontres, des forats, des assemblées et tout, à travers des projets sur lesquels nous travaillons à la JCI, ça m'a permis de pouvoir améliorer mes compétences, ça m'a permis de pouvoir cerner qu'est-ce qu'on attend, par exemple, d'un directeur de projet, par exemple. Comment est-ce qu'on communique, en fait? Parce qu'à la JCI, il y a des modules sur la façon de communiquer, sur la façon de s'exprimer en public, sur la façon de monter des projets et sur la façon d'interagir avec d'autres jeunes. Donc, à travers cette expérience, j'ai pu gagner de nouvelles compétences qui me permettent aujourd'hui de pouvoir mieux rédiger un rapport. Par exemple, dans mon domaine, dans le domaine de la santé, de pouvoir adapter en fait des projets qui cadrent, par exemple, aux situations que je rencontre dans ma communauté. Et à travers ce vaste champ JCI, j'ai appris de nouvelles compétences en communication. Et je pense que dans le monde, nous avons plusieurs autres organisations. Donc, à travers des organisations, on peut mieux développer ces compétences. À travers la rencontre avec d'autres jeunes leaders, d'autres personnes inspirantes, nous pouvons mieux développer nos compétences à travers la lecture, à travers l'écoute, à travers déjà la valorisation de nos compétences. Parfois, on peut avoir des compétences, mais on ne sait pas comment communiquer. Il est important de pouvoir se documenter. Il est important de pouvoir aller vers les réussites des autres personnes et puiser sur ça pour pouvoir développer en fait notre nouvelle façon de communiquer, se vendre au monde. Parce que si tu ne communiques pas, tu ne te développes pas et du coup, les opportunités, parce que nous sommes tous au quotidien à la recherche des opportunités. Si tu ne communiques pas sur tes compétences, si tu ne vends pas tes compétences, tu ne pourras pas être capable de pouvoir gagner des grands marchés. Voilà, je pense qu'il y a le premier orateur qui a dit, il est resté, on l'a contacté parce qu'on a vu ce qu'il fait, parce qu'il a communiqué, parce qu'il a un pouvoir sur le leadership, parce qu'il s'est rassemblé. Et je pense que chacun d'entre nous a des compétences, chacun d'entre nous a quelque chose à valoriser. Maintenant, pour valoriser cela, il faut se mettre à l'école, il faut apprendre des autres, il faut prendre un peu de chacun pour pouvoir construire en fait nous-mêmes, donc notre soi. Et ça passe toujours par l'écoute, ça passe comme je l'ai dit. On a tous des talents et en tant que jeune, il ne faut pas avoir peur de pouvoir écouter les autres jeunes. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers des autres jeunes. Quand on ne connaît pas ou alors quand on veut quelque chose de nouveau, il faut savoir se rabaisser. Se rabaisser, ça peut être prendre des rendez-vous avec d'autres jeunes qui excellent. Ça peut être ouvrir une plateforme, essayer de communiquer, même si la communication n'est pas toujours de façon verbale, ou on peut communiquer à travers des écrits. On peut commencer par la communication écrite. Vanter en fait les mérites de son domaine, de ce qu'on sait faire. Vanter en fait son branding. Il faut se vendre. Maintenant, à travers cela, on peut être amené à pouvoir aller vers d'autres personnes qui exercent dans le même domaine que nous. Et avec le temps, au fur et à mesure, dans la vie, on apprend chaque jour. Au fur et à mesure, on monte et on excelle. Et je pense que développer des compétences de communication, c'est important et ça nous valorise et ça nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs spécifiques qu'on s'est fixés. Donc, sur ce,
Je vais m'arrêter ici et je vais donner la parole à Maouli. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cédric. Vos ovations, Monsieur Cédric, s'il vous plaît. Et je crois qu'il a traité la thématique, la dernière thématique, avec assez de partage d'expérience par rapport également à ces expériences, aussi à ce qu'il a vécu. Merci à tous les panélistes. Merci également aux participants qui sont toujours là depuis le début jusqu'à maintenant. Et nous vous remercions déjà pour votre regret par rapport à la thématique de ce soir. La première question, je crois que ça vient de Monsieur Kokou Joseph. Ah, je ne sais pas s'il est toujours connecté. La question s'adresse à... Je crois que ça s'adresse à Monsieur Paz. Comment se créer de l'expérience en tant que jeune diplômé? Et également, comment se créer un réseau de professionnels? Bon, il a au moins une question. Hein? On va aller un à un, n'est-ce pas, Monsieur Paz? D'accord. Donc, vous souhaitez qu'on commence à répondre en même temps, ou bien vous souhaitez qu'on prenne les questions ensemble pour les répondre? Parce que je sens qu'il y aura des questions qui pourront se recouper. On pourrait prendre peut-être l'ensemble des questions et les organiser pour répondre d'un trait. Ok. Si vous préférez. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Comme ça, vous les posez en même temps. Et après, on va y répondre d'un seul coup. Des questions? Ils peuvent lever peut-être la main. Oui, si vous avez des questions, levez la main dans le match et on va vous donner la main. Des questions, je ne vois pas. Il y a Salamat Mustafa Souley qui lève la main. Oui, monsieur, allez-y. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Et comment est-ce que vous allez? J'ai suivi ce webinaire, très intéressant d'ailleurs. Et j'ai failli rater parce que j'ai vu la notification très tardivement et puis en plus la connexion m'a un peu fatiguée et donc j'espère avoir le replay. Ceci étant dit, la thématique est très intéressante dans la mesure où je l'avais déjà aussi exécutée il y a 2 ans. Parce que le 15 juillet, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. D'accord? Et donc, peut-être qu'on peut surfer sur ça pour pouvoir en parler autour de vous. Donc, pour garder la date. Donc, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes afin de célébrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Parce qu'il a été prouvé que sans compétences réelles dans les entreprises, on n'avance pas. Les jeunes ont ce problème-là. Vous voyez, donc c'est pour dire l'importance de cette conférence, c'est vraiment qu'il n'y ait pas assez de jeunes et tout pour que ces jeunes écoutent. Parce que les gens sortent de l'université, mais presque on ne fait rien avec. Ils ne veulent même pas s'exercer, ne veulent pas évoluer. C'est un problème en Afrique. Et encore aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfant africain où l'enfant africain a trop de défis. Il y a tout à reconstruire en Afrique. Donc on a besoin vraiment des gens on a des gens diplômés de gros diplômes. Ils ont de gros diplômes, mais en fait pour rien. Vous voyez, docteur en fille, mais quand vous le fréquentez, vous voyez quelque chose ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Et donc moi je pense que c'est au niveau du cursus scolaire que quelque part, on doit intégrer les soft skills, le développement de des compétences depuis l'école à un moment donné pour que les jeunes comprennent que c'est sur ça qu'on va les juger. La preuve, nous avons toujours, comment on appelle puis peut-être un tailleur très bon, mais qui a un mauvais comportement. Ou pour les femmes, une couturière ou une coiffeuse qu'on n'apprécie pas, même si elle est très bien et tout. Donc forcément, les principes
c'est grâce au centre-ville que vous gagnez de l'argent. Les gens que vous, comment on appelle là, vous engagez par rapport à ce que on dit, vous êtes telle chose. Parce que le diplôme, en fait, c'est une présomption de compétence. Ce n'est pas la compétence. Et donc, moi, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour que les Africains comprennent et changent de paradigme. Et sachent que grâce à la compétence, et puis même, regardez même dans les familles, les problèmes que nous avons avec les jeunes maintenant, les enfants et tout, ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas construits, ils ne sont pas concentrés. Donc, c'est un véritable problème où chaque parent doit prendre conscience déjà. Les parents qui sont ici pour ce webinaire, qui ne gardent pas ça pour eux. D'accord? Parce que chacun a une communauté. La petite communauté de sa famille, ses frères ou ses enfants ou d'autres dans son quartier ou à l'église ou à la mosquée. C'est vraiment d'en parler un peu. Parce que seul, nous ne pouvons pas faire le monde, ça c'est clair. On peut se sauver soi-même parce qu'on aurait eu notre petit pain, on aurait eu notre petit job. Mais ensemble, en faisant un travail collectif, c'est votre communauté qui gagnerait. Donc moi, je pense que ce webinaire, si nous pouvons l'avoir aussi en replay, on pourra aussi faire partager cela et aussi attirer l'attention sur le fait que l'image, travailler sur l'image, il y a aussi la vérification. Pour vous dire, franchement, en même temps, quand je suivais le webinaire, en même temps, quand j'avais un nom, etc., dans le webinaire, j'allais voir sur Internet qui est cette personne. Donc, et ça m'a fait, j'ai découvert qui est M. Passerien, consultant Workplace Partner. J'ai découvert sur Internet Madame Marie-Jeanne Diouf et tout, j'ai son profil devant moi. Donc, ça va très vite. Donc, nous devons, parce qu'il y a aussi d'autres personnes, ils parlent. Parce que comme maintenant, on cherche des choses sur eux, on ne trouve rien. Et c'est un problème actuellement. Parce que, voilà, c'est un problème. Je dis la faire de développement, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise dans l'éveil du potentiel. Et avant de commencer la consultation, je dis, OK, vous êtes où sur les réseaux sociaux? Non, je ne suis pas, j'avais super beau, c'est ça qui n'est pas bien, c'est ça qu'on n'avance pas. Tout le monde, il suffit que vous donnez le nom de quelqu'un, le premier réflexe, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a publié. Mais si vous êtes désert, vous avez, comment on appelle là, vous avez une présence désertique sur l'Internet, ben, les gens ont peur de vous. Est-ce que ce n'est pas un fraudeur? Est-ce que c'est un peu n'importe, etc. Donc, partagez ce que vous faites de bien, d'accord? Et communiquez sur vous, montrez que vous avez de l'engagement, c'est très important. Et comme ça, les gens auront confiance. Parce que maintenant, avec tout ce qui est... Excusez-moi, on va demander à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas, à qui on n'a pas donné la parole, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Je pense à Monsieur Victor Dessous. Vous pouvez couper votre micro. Voilà, merci bien. Voilà. Et aussi, on a remarqué que beaucoup ont des diplômes, mais ces diplômes, en fait, comment on appelle là, mentalement, ils ne sont pas à l'aise dans leur job. Donc, il y a aussi un problème. Parce qu'ils ont fait 3 ans, 4 ans de parcours scolaire universitaire, mais en entreprise, ils ne donnent pas. Alors, donc, il faudrait qu'il y ait une adéquation diplôme et réalité en entreprise et aussi se retrouver pour que les trois soient dans l'alignement. Vous voyez, et ça fait qu'il y a d'autres qui perdent bêtement leur job parce qu'ils n'ont pas forcément développé leur hard skills, ils n'ont pas développé non plus les soft skills, mais ils n'ont pas non plus développé une confiance en soi pour qu'on leur donne une seconde chance. Et c'est un problème parce que... Madame Salamata. Madame Salamat. Oui, je vous écoute. Oui, merci. Je crois que merci beaucoup pour votre rapport. Et puisqu'on a des questions, je vais vous proposer de m'écrire. Comme ça, je vais prendre vos contacts et vous mettre sur un de nos panels si vous êtes disponible. D'accord, à tout de suite. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous avoir. Il n'y a pas de problème. Ok, je crois que, bon, s'il y a d'autres questions, on va le prendre rapidement et on va évoluer. Monsieur Victor Dessous, vous avez une question? Oui. Ok, vous avez une minute ou bien pour la question. Déjà, bonsoir
Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ma question s'adresse particulièrement à M. Paz, s'il vous plaît, parce qu'il parlait des investisseurs sur soi. Et qu'il a eu à faire un stage pendant 2 ans où il n'avait pas un salaire et tout. Et là, je voulais lui demander, est-ce qu'il y a une autre source de revenus ou bien comment il faisait pour se prendre en charge? Parce qu'on sait très bien, on est occupé toute la semaine, il n'y a pas encore un autre moyen d'avoir une source de revenus et tout. Comment lui, il faisait? C'est ça ma question. Merci. Ok, merci pour la question. Je te passe, vous avez retenu la question, non? Oui, très bien, très bien. Ok, je vais prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Ali David, allumez votre micro et posez la question. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis Ali David Milimono. De la Guinée-Conakry. C'est pas un écho. Oui, allez-y. D'accord. Je disais que je suis Ali David Milimono. Je suis guinéen de Conakry. Alors, ma question, c'est liée plutôt à une reconversion professionnelle. On a une expérience dans un domaine. Dans mon cas, j'ai près de 9 ans d'expérience dans le domaine commercial. Maintenant, je suis en reconversion professionnelle. Je vais beaucoup plus apprendre dans le domaine du management de projet. Alors, ma question, c'est comment s'y prendre. C'est vrai que j'ai commencé déjà par un pas, mais il se trouve que je suis très dominé par ce que j'ai appris et ce que j'ai pu développer en termes de compétences pendant les 9 années. Donc, comment il faut accélérer le processus, et, sachant bien qu'on est beaucoup habitué par ce qu'on a l'habitude de faire par le passé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Franck Moukbalé, vous avez la parole pour poser la question. Monsieur Franck, si Monsieur Franck n'est pas là, Monsieur Kizera Zeno. Monsieur Zeno. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la parole accordée. Je commencerai d'abord à remercier les initiateurs pour cette occasion que je juge vraiment de grande importance. Je suis burundais, je suis psychologue et clinicien, activiste en santé mentale et soutien psychosocial. Je suis directeur de programme au sein de l'ONG Agape Burundi. Ma question, elle est longue. Vous le constatez aussi au niveau du chat. Si on essaie d'observer à travers les organisations internationales qui œuvrent, par exemple au Burundi, je parle du côté de l'Est, nous trouvons ou nous constatons que les Ouest africains, donc les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, ont plus de chances ou d'opportunités. Je parle d'opportunités parce qu'il y a un panéliste qui parlait de la communication, qui disait que nous sommes tous et toujours à la recherche des opportunités pour les saisir. Et des fois, on trouve qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir le plus d'opportunités que d'autres, et ce qui entrave aussi le développement et la valorisation de leurs compétences. Si on parlait de stage, on doit trouver aussi des terrains de stage. Des fois, si on lance le volontariat au sein des Nations Unies, nous constatons vraiment qu'il y a certains blocages pour certains jeunes, et je posais la question s'il y a moyen, s'il y a-t-il moyen de promouvoir cette équité ou équitabilité en matière d'accès à ces opportunités pour valoriser nos compétences ou les compétences de nos jeunes Africains. Je suis toujours sur l'Internet, je trouve qu'il y a vraiment certaines restrictions. Vous trouverez que pour la formation professionnelle, les gens de l'Ouest qui ont, je dirais, un accès facile pour avoir des occasions pour le faire. Bon, ici, nous avons la contrainte de trouver, par exemple, au niveau master,
on doit se rendre en Europe et on trouve qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de chances d'accéder à cette information. Là, je ne parle pas de PhD ou de doctorat, c'est autre chose. Et cette formation aussi professionnelle qu'on peut renforcer ici et là, je trouve que mais il y a des blocages. Alors, il y a-t-il moyen, comme vous avez pensé à ce tatouage, comme vous avez pensé aussi à cette occasion de s'exprimer à ces jeunes Africains, y a-t-il moyen aussi de promouvoir pour que cette équitabilité, que ces opportunités soient accessibles? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, c'est assez long et je suis sûr que les panélistes ont retenu la question et vont répondre. Je pense qu'on va répondre aux questions maintenant qui sont déjà là et après on va évoluer. D'accord, ok. Merci, Maouli. Je pense que y a une question. Je vais devoir commencer par ceux qui sont intervenus verbalement avant de revenir à ceux qui avaient posté dès le départ, parce que c'est plus simple à répondre. Oui. Ok. Il y a un qui demande à savoir comment je vivais pendant que je faisais mon stage, ma formation de 2 ans. Déjà, il faut dire que j'ai eu la chance que c'était juste à la fin de mes études et j'ai considéré cela comme étant la poursuite de mes études. Peut-être certains avantages pour moi, tout le monde peut-être n'a pas toujours cette chance. Je vivais toujours en famille et je partais. Donc, ce que j'avais comme carburant pour aller à l'université, c'est ce que j'utilisais toujours pour aller à ces activités-là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif pour moi ici, c'était d'acquérir un savoir que je n'aurais pas pu acquérir dans une quelconque université. Parce qu'il y a des connaissances qu'on acquiert nécessairement dans la pratique professionnelle. Ça ne s'enseigne pas dans les universités et je n'avais pas le choix. Et c'est tout ce que j'ai... Ayant pu acquérir toutes ces connaissances-là, c'est ce qui m'a permis d'aller me lancer. Mon cabinet Contine, vous pouvez cliquer sur Facebook pour voir, un cabinet de consultation juridique. Et vous allez constater, je peux le dire sans risque de me tromper, que des jeunes qui étaient de ma promotion ou des jeunes plus ou moins de mon âge dans ce pays, il y en a très rares qui ont ce courage-là de se lancer pour ouvrir un cabinet de consultation juridique, un cabinet de prestations intellectuelles. Parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas confiance. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que beaucoup n'ont pas accepté cette phase de sacrifice, j'appelle ça sacrifice, qui était un préalable pour développer mes compétences, mes aptitudes intellectuelles, mais aussi acquérir autre chose qui peut me permettre de me démarquer. Comme je vous l'ai dit, le plus important ici, c'est de pouvoir se démarquer. Pour se démarquer, il faut faire plus que les autres. Il faut s'entraîner mieux que les autres. Si les autres s'entraînent 2 heures par jour, vous devrez être à mesure de vous entraîner 4 heures par jour pour pouvoir donc vous démarquer. Il y a un monsieur qui posait la question de savoir comment se reconvertir. Je ne sais pas si ça vous concerne directement, peut-être les autres panélistes pourront compléter. Quand on veut se reconvertir, il l'a dit, hein, on a toujours le réflexe les anciens réflexes de l'ancien boulot qu'on avait. Il faut toujours accepter de reprendre au bas de l'échelle. Quand on est dans une nouvelle activité, accepter de revenir à zéro. Je vous l'avais dit que le jeune professionnel n'est pas forcément quelqu'un qui est très jeune, mais c'est quelqu'un qui s'engage nouvellement dans une activité. Et quand vous vous engagez nouvellement, ça veut dire que vous êtes jeune dans cette activité. Cela ne signifie pas que vous êtes jeune d'âge. Il va falloir donc accepter de commencer par le bas de l'échelle, accepter de reprendre à zéro, comprendre que, accepter que vous ne savez rien entre griffes, que vous ne savez rien et que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous pouvez être plus diplômé même que la personne qui doit vous accueillir et qui doit vous apprendre dans la nouvelle activité. Mais si effectivement les anciennes compétences que vous aviez étaient des connaissances réelles, des connaissances acquises sérieusement, vous allez voir que vous allez évoluer plus vite justement que les autres quand vous allez reprendre à zéro. Donc il faut accepter de reprendre à zéro, reprendre au bas de l'échelle et aller pas à pas consolider vos acquis à chaque fois que vous devez faire un pas en avant.
On revient maintenant sur les questions qui sont posées dans le chat. Oui, je crois que la première question, c'est comment se créer comment se créer de l'expérience en tant que jeune diplômé. oui. Il n'y a pas deux façons. Comme je l'ai dit, l'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir un procédé duré. Vous pouvez avoir décroché un boulot quelque part où vous êtes rémunéré, mais vous n'avez pas de l'expérience. La durée que vous avez dans un poste n'est pas de l'expérience. L'expérience, c'est la répétition en l'action, c'est dans la pratique. Pour pratiquer, donc, vous n'avez pas le choix que d'aller où en pratique. Comme je vous l'ai dit, soit vous allez trouver une entreprise où vous allez multiplier les actions, parce que les entreprises aiment exploiter. Donnez-leur, faites-leur croire qu'elles vous exploitent. Mais c'est vous qui savez que vous êtes en train d'acquérir de l'expérience. Et à la fin, ils n'auront pas d'autre choix que de vous délivrer au moins un document pour l'attester. Mais je pense qu'il y a des communications également ici qui nous donnent d'autres opportunités. Soit vous faites du bénévolat, soit vous faites du volontariat. Et ça, ce n'est pas ce qui va manquer. Il y a beaucoup de structures associatives qui ont besoin de bénévoles. Vous pouvez aller aider de façon bénévole. Vous allez acquérir de l'expérience, vous allez acquérir des savoirs que vous n'aurez nulle part. Parce que ce qu'il faut savoir, au niveau, si vous voulez par exemple travailler avec des institutions internationales, si vous voulez travailler avec des organisations intergouvernementales, on mettra l'accent sur votre engagement social. Et l'engagement sur votre engagement social, on essaiera de voir, vous militez dans quel genre d'association, quel genre de sacrifice vous êtes prêt à consentir pour votre communauté. Et cela se mesure à travers votre niveau d'engagement dans les ONG, dans les associations à but non lucratif. Et dans ces associations, vous pouvez y être de façon bénévole. Vous pouvez y faire du volontariat. Différents États ont des programmes de volontariat. Les Nations Unies aussi ont des programmes de volontariat. Mais beaucoup d'associations également ont des programmes de volontariat ou de bénévolat. Ne serait-ce même que dans votre commune. Vous pouvez faire un projet d'assainissement, par exemple. Allez dire à votre commune, voici ce que je veux pratiquer dans la commune. C'est de l'expérience que vous allez acquérir. Donc, il y a toujours beaucoup de moyens. Mais lorsque vous mettez l'argent en avant, parce que c'est le vrai problème des jeunes aujourd'hui, l'argent d'abord, ça ne marchera pas. Vous devrez chercher à être compétent, à être incontournable, à être connu. Et à partir de ce moment, on vous recommandera, les gens courront derrière vous. Il faut vous démarquer, donc, comme l'a dit mon thème, si vous arrivez à vous démarquer, le reste est plus facile. Comment se créer un réseau de professionnels? Le réseau de professionnels, déjà, partout où vous passez, apprenez à avoir de bonnes relations. Si vous êtes dans une entité, vous avez fait un stage dans une entreprise, mais apprenez à garder de très bonnes relations avec les gens. Soyez courtois. Puisque les bonnes relations que vous entretenez dans un milieu dépendront de votre attitude, de votre comportement envers les autres. C'est de cela qu'on nous parlait. Il faut investir sur soi, sur son attitude, sur ses relations, sa façon de parler. Est-ce que vous êtes courtois? Est-ce que vous êtes aimable? Vous ne pouvez pas être une personne qui prend tout le temps de la distance avec les gens et vous la gardez les relations. Vous avez vos promotionnaires d'école. C'est vrai que dans certains endroits, les promotionnaires d'école, c'est beaucoup plus la concurrence, mais ce réseau est très important. Dans le système anglophone, vous prenez par exemple aux États-Unis, si vous étudiez ensemble, mais ces relations-là restent, c'est le plus grand réseau d'abord, parce que vous connaissez depuis très longtemps. Vous avez des camarades avec qui vous avez étudié, que ce soit au primaire, au secondaire, au supérieur, vous avez des camarades. Il y a certains avec qui vous avez participé à des programmes de formation. Aujourd'hui, je collabore avec Mauli. Pourquoi? Parce que nous avons fait le programme Yali Dakar ensemble. Nous étions en Dakar ensemble. Voilà. Diawara, nous avons fait Dakar ensemble. Voici comment est-ce que nous arrivons à rester en contact. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il me contacte? C'est parce que nous avons pu garder ces liens. Nous avons pu garder ces liens fraternels, cette amitié qui permet aujourd'hui qu'on puisse se recommander les uns les autres pour diverses choses. C'est pour dire, à chaque fois que vous mettez pied quelque part, à chaque fois que vous êtes, ne serait-ce que dans le bus, à chaque fois que vous êtes dans l'avion, à chaque fois que vous êtes à une activité, même sur un terrain de football, vous devrez savoir que c'est une occasion de créer un réseau, parce que quand vous échangez avec quelqu'un, la personne se présente, c'est l'occasion de prendre son contact et de garder les relations. Peut-on avoir des compétences liées à son poste sans l'avoir occupé? Une fois, oui. Oui, les diplômés sortent avec des connaissances. Comme on vous l'a dit, les compétences, c'est dans la pratique qu'on les acquiert. Vous pouvez avoir des connaissances que vous avez, mais c'est en pratiquant. Il y a certaines formations professionnelles qui vous permettent d'acquérir un certain nombre de savoirs. Parce que la compétence, c'est des actes précis.
Je pense que Diawara l'avait défini plus ou moins ici, à divers niveaux. Vous allez acquérir cela dans la pratique. Il faut d'abord commencer à accepter de pratiquer. Et quand vous allez les pratiquer facilement, vous verrez que pour certains postes, donc, vous pourrez facilement postuler et on pourra vous retenir. Je voudrais également profiter, vous donner de petites astuces. Lorsque vous voyez un poste quelque part où on vous dit qu'on a besoin de quelqu'un qui a 5 ou 10 ans d'expérience, même si vous estimez que vous n'avez pas une année d'expérience, postulez. J'ai fait du recrutement. Souvent, on va retenir quelqu'un qui a moins d'années d'expérience en termes d'années, mais qui a eu des pratiques en une année qui équivalent aux pratiques de quelqu'un qui a fait 5 ans. Et on va vous retenir. Lorsqu'on sait surtout que vous êtes motivé et que vous êtes prêt à apprendre. Donc, ne voyez pas une offre et vous dites que non, je n'ai pas 10 ans d'expérience, je ne postulez toujours. Il peut arriver que ce que vous avez à faire comme pratique dans un temps restreint soit suffisant pour qu'on puisse vous donner le poste. Donc, n'hésitez pas à le faire. Comment donc élever ses compétences étant un jeune diplômé? Je ne sais pas ce que je peux dire par là, mais comme je l'ai dit, il faut juste pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est le maître mot. Il n'y a pas autre chose. Vous pratiquez, vous ferez des erreurs, vous apprenez de vos erreurs, vous vous améliorez. Vous écoutez, le sens de l'écoute. On vous fait toujours un retour, comme on le dit. À un moment donné, vous-même, vous devez pouvoir vous remettre en cause. Vous faites un retour de vos activités. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Et vous vous améliorez. Il n'y a pas autre chose pour s'améliorer. C'est pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est le maître mot. Ne soyez pas paresseux. Essayez toujours de pratiquer. Et comme je vous l'ai dit, à partir d'un certain niveau, vous allez constater que les choses viendront d'elles-mêmes. Mais pour le départ, ça sera très compliqué. Il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Une dernière question, je pense, qui m'était adressée. Comment investir sur son image si on n'a pas la chance d'aller sur les plateaux télé pour des séances? En fait, les plateaux télé donnent de la visibilité. Ça vous donne de la visibilité. Et maintenant, cette visibilité va amplifier soit la bonne image ou la mauvaise image que vous avez déjà construite. C'est pour dire que vous devez construire votre image au préalable. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans votre quartier. Il y a une communauté autour de vous. Comment est-ce que vous vous comportez avec votre communauté? Quand il y a des événements dans votre quartier, des décès, des baptêmes, est-ce que vous participez? C'est une image que vous êtes en train de construire. Quand vous sortez le matin, vos voisins, est-ce que vous les saluez? Arrivez au bureau, comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes compatissant? L'image se construit à partir déjà de là où on est. Et comme je vous l'ai également dit, l'image, ce n'est pas juste votre photo, ce n'est pas parce que vous avez un joli visage, ça ne compte pas. Mais l'image aussi, c'est votre apparence. Comment vous vous habillez? Est-ce que vous êtes propre? Je ne parle pas de mettre des habits chers, je parle de la propreté. Avec juste un savon de 200 francs, on peut très bien se laver et on peut avoir une très bonne apparence. C'est de cela que je parle. Est-ce que vous êtes quelqu'un de débrayé? Surtout au niveau des femmes. Est-ce que quand vous arrivez quelque part, on a l'impression que vous voulez mettre vos atouts physiques en avant plutôt que vos atouts intellectuels? C'est des images qu'on vous colle. Parce que les gens ne vous jugent que par l'apparence. Vous n'avez pas autre chose, on va vous juger que par l'apparence. Quand vous prenez la parole, est-ce que vous laissez les autres vous parler? Vous êtes en train de parler. Est-ce que vous acceptez la contradiction? Est-ce que vous acceptez les avis divergents? Est-ce que vous acceptez de partager ce que vous avez? L'image, c'est tout un ensemble que vous construisez. Ce n'est pas forcément sur un plateau de télé. C'est vrai que les plateaux de télé vous donnent l'occasion d'avoir plus de visibilité. Mais ce n'est pas tous les boulots qui ont besoin de visibilité. Et par rapport à cette image, ne pensez pas que c'est le fait de toujours s'habiller en costume qui vous donne une belle image. Il y a des boulots pour lesquels cette apparence physique peut être bien. Je vous raconte une petite histoire. J'ai un cousin sociologue qui a postulé à une offre pour mener une étude dans un milieu rural. Il était en ville pour ses courses. On l'a appelé au téléphone et on lui a dit: on vous a appelé depuis le matin en vain. On a besoin de vous pour un entretien par rapport au poste. Il a calculé là-dessus, il devait repartir chez lui pour se changer parce qu'il était juste en jean, t-shirt, casquette,
s'il devait repartir chez lui pour se mettre en costume, cravate pour venir, ça allait être long. Il n'allait pas arriver à l'heure. Il allait directement au niveau de l'entreprise. Il arrivait à trouver les autres qui avaient eu l'information plutôt bien tirée, bien soignée, et ils sont rentrés. Quand il est rentré, puis il est arrivé le dernier, puis c'est lui qu'on a eu le dernier au téléphone, il est rentré. Après l'entretien sur ses compétences, on lui a donné le poste pour l'étude en milieu rural. Et on lui a dit, pour quelqu'un qui veut mener une activité en milieu rural, quand on regarde votre apparence, votre façon de vous habiller, on sait que vous pouvez accepter. Ce n'est pas évident que quelqu'un qui aime se soigner, qui n'aime pas se salir, puisse accepter de travailler dans un milieu rural. Vous voyez que, par exemple, par rapport à ce poste précis, on avait besoin de quelqu'un qui peut s'adapter. Mais si on avait besoin, c'était un recrutement de banquier, un recrutement de manager, quelqu'un qui est tout le temps dans un bureau feutré, climatisé, peut-être que cette apparence ne va pas être juste. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a une image particulière. Il n'y a pas d'image standard à avoir. En fonction de ce que vous poursuivez comme objectif, de ce que vous voulez mener comme activité, il y a une image à avoir. Si vous voulez, par exemple, vous exercez en tant que procureur de la République, vous ne cherchez pas à vous faire aimer partout. Vous ne cherchez pas à ce que, quand vous arrivez, on est content de vous voir. Vous cherchez à avoir de l'autorité. Il y a une attitude pour cela. Si vous voulez exercer en tant qu'artiste musicien, vous avez besoin qu'on vous adule, que quand vous arrivez quelque part, on saute sur vous, qu'on vous embrasse partout. Il y a une attitude à avoir. Donc, en fonction de chaque profession, il y a une image, mais vous devrez pouvoir l'appliquer. Toujours est-il que ce que vous devez développer doit être en adéquation avec ce que vous visez comme objectif. Merci Maouli, je pense que je vais laisser les autres répondre aux autres questions. Merci beaucoup pour les réponses. Je crois que nos amis sont satisfaits. Et je vais donner la parole à Madame Marie-Jeanne. Il y a deux questions. Il y a deux questions pour elle. La question, c'est de savoir... Un instant. Monsieur Ferdinand dit, pour les enfants des agriculteurs, pendant les vacances, retournent aider leurs parents dans leur production agricole qui n'ont pas eu à faire du volontariat. Comment valoriser cela dans un CV? Madame Diouf. Bon, merci pour les questions. Bon, je pense que pour ce cas bien précis, Monsieur Ferdinand Cabré, bon, c'est vrai que c'est pas une expérience dans une association bien précise. C'est vrai que c'est du volontariat, du bénévolat, mais bon, plus ou moins, voilà, avec la famille et tout. Certainement, ça peut être considéré en tant que expérience dans le domaine agricole ou bien dans le domaine de l'environnement, de façon plus ou moins terre à terre. Mais ce n'est pas une expérience qu'on peut capitaliser en tant qu'expérience dans un milieu associatif ou bien en fait, en tant que volontaire ou bien en tant que bénévole. Certes, l'expérience qu'on peut en tirer, bien les aptitudes qu'on peut en tirer peuvent être inscrites, bien stipulées dans le CV, mais pas à la même façon qu'un individu qui a eu à intégrer une association de bénévoles ou bien de volontaires. Donc, je pense que pour ça, vraiment, c'est un cas bien spécifique. Mais quand même, l'aptitude qu'on a eu à acquérir pendant cette expérience ou bien ce temps de travail en tant que dans la production agricole, ça peut être capitalisé en tant que aptitude dans le domaine de l'environnement, bien dans le domaine de l'agriculture. Mais reste justement, pour capitaliser cela, ou bien pour augmenter cette expérience, ou bien pour concrétiser cette expérience, vous pouvez intégrer dans une association qui a à peu près le même but par rapport à ce que vous faites actuellement. Parce qu'il y a des associations actuellement, ou bien des mouvements qui se focalisent dans cette atmosphère de production agricole, de lutte contre le changement climatique, de l'environnement et tout. Mais justement, essayez, vous, en tant que personne qui a eu à faire cette activité étant jeune, étant enfant plutôt, le concrétiser avec une association qui est plus ou moins reconnue et qui peut éventuellement vous aider à capitaliser ces acquis, bien ces compétences-là. D'accord, merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est de savoir à quel âge les enfants peuvent s'intéresser au bénévolat.
bon, est-ce qu'il y a, bon, je pense que tous les enfants, il suffit qu'ils soient juste conscients qu'actuellement ils sont dans une association pour vraiment intégrer. Il n'y a pas d'âge vraiment pour un enfant pour intégrer une association. Par exemple, au YMCA, je vois des enfants qu'on amène qui ont à peu près 2 ans, 3 ans et qui, ne serait-ce qu'ils savent parler, puis on les intègre. Mais bon, c'est pas vraiment des membres en tant que tel de l'association, mais dès le bas âge, on essaie de les inclure dans cette atmosphère d'association, cette atmosphère de démarche participative pour notre communauté. Et c'est vrai que c'est plus facile pour un enfant qui grandit dans cette atmosphère de continuer toute sa vie à être bénévole ou bien à être volontaire. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour ça. L'idéal, c'est vrai qu'on s'y adonne très tôt dans notre vie, mais voilà, il n'y a pas vraiment de limite d'âge ou bien d'âge. Mais aussi, il y a des associations actuellement qui sont spécifiquement pour les enfants. Il y a des mouvements qui sont spécifiquement pour les enfants. Et on peut aussi dire CVAV. C'est vrai qu'on commence à très bas âge, donc autant intégrer ces associations si on a un enfant ou bien si on a un petit frère qui est vraiment, à qui on veut inculquer ces valeurs de volontariat. Voilà, il faut essayer vraiment de voir ce que nous recherchons et essayer de rechercher des associations qui répondent à notre besoin par rapport à cela. Donc je pense que vraiment c'est plus facile. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais ça rapporte plus d'intégrer une association ou bien un mouvement à très bas âge en termes d'expérience, mais également en termes de capacitation et en termes d'années d'expérience, si je dois dire ainsi. D'accord, merci beaucoup et je suis sûr que nos participants ont bien reçu la réponse qu'ils voulaient. Mais je pense que M. Diawara peut aussi répondre à la question là après. Et merci beaucoup Madame Diouf, on va vous laisser partir parce que je sais que vous avez un vol plus tôt. Et je rappelle que Madame Diouf va participer à une conférence sur le changement climatique à Yamoussoukro qui est organisée par Ecolotrip qu'on appelle COVID. Et c'est un forum de jeunes qui est très intéressant. Peut-être que l'année prochaine aussi vous allez pouvoir participer. Et nous allons parler sur. Certainement. Merci beaucoup pour ta disponibilité et je vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, juste quelques phrases. Oui, peut-être te dire merci vraiment et t'encourager encore plus parce que voilà, peut-être les autres ne le savent pas, mais toi et moi, on a eu le même plus ou moins cursus au niveau du YMCA. On a été STC ensemble, on a été agent de changement ensemble, donc je connais un peu, je te connais beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Mais bon, voilà, c'est juste un plaisir pour moi de voir ce que tu es en train de faire et les réussites. Et vraiment, je te félicite encore une fois. Je félicite tous ceux qui étaient là, les panélistes et tout ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et c'est vraiment des choses que je serais ravie de démultiplier, de refaire encore une fois. Si vous voulez, bien, si vous souhaitez vraiment prendre mes contacts, je pense que vous pouvez échanger avec Maoui, il pourra vous aider là-dessus. Et puis voilà, j'encourage tout le monde vraiment à s'engager dans tout ce qui est action, volontariat, bénévolat, parce qu'il n'y a que du bien, il n'y a que du bonheur là-dessus. Et vraiment, le plaisir qu'on ressent quand on donne de son être, de sa personne, vraiment, c'est inestimable. L'argent ne peut pas nous le donner certainement. Mais voilà, moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je peux monétiser. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup et je crois qu'on va rester en contact. Et bon voyage à toi. Oui. Merci bien, à très bientôt. Merci tout le monde. Je suis sûr que vous êtes fatigué, mais je ressens que vous avez toujours envie d'apprendre plus. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Diawara, sûrement qui a des questions à son niveau. M. Diawara, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ok. Bon, peut-être que vous pouvez un peu répondre à la question de M. Ferdinand. Il voudrait savoir, il a ses enfants qui vont rejoindre le champ pour l'aider dans les activités agricoles. Et comment est-ce que ces enfants-là plus tard peuvent valoriser ces compétences-là sur leur CV? Ok, alors merci. Je pense que déjà c'est très bien. Tout à l'heure je parlais de soft skills et de hard skills. Lorsque l'enfant prend l'habitude après les études d'aller aider ses parents, je
crois qu'il y a des compétences comportementales qu'il est en train de développer qui restent très importantes pour sa prochaine vie en entreprise. Donc, il n'a pas besoin certainement ou peut-être il n'a pas le moins de mettre ça dans son CV, mais tout de suite, laissez-moi vous dire les nouvelles tendances en termes de recrutement. Je crois qu'un moment va arriver, nous n'aurons même plus besoin du CV, d'accord? Donc, nous avons besoin de vérifier pratiquement, quand je dis nous, je veux dire les recruteurs ont plutôt besoin de vérifier vraiment qu'est-ce que la personne pourrait faire au poste qui a à pouvoir, et est-ce que la personne a vraiment les compétences qu'il faut. Je vais parler du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire quelque part pour ces postes. Donc, moi, je dirais à M. Ferdinand que quelque part, ces enfants sont en train d'apprendre également et ces compétences vont les servir dans l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Bon, il y a une question dans le catch. Quelqu'un qui dit de savoir si vous pouvez lui expliquer encore un peu brièvement ce que c'est quels sont les hard skills et les soft skills. Oui. Ok, je vais revenir dessus. J'aimerais bien ajouter un peu ce que Paz a dit par rapport à la question de la reconversion, très rapidement. Okay. Il a déjà tout dit. J'aimerais juste demander également au monsieur qui souhaite reconvertir de dédramatiser. C'est la première étape par expérience. Déjà, par expérience, pour avoir accompagné les gens dans leur processus de reconversion, je vais déjà lui demander de dédramatiser la situation. Il ne faut pas, parce que voilà, après avoir fait quelque chose durant plusieurs années, quand on veut sortir, parfois on se dit que est-ce que c'est possible, il faut déjà casser toutes ces peurs. C'est la toute première étape. Pour résumer l'autre étape, d'ailleurs ce n'est pas pour lui, c'est important qu'on ait des projets professionnels. Je ne sais pas si ici, parmi nous, certains ont élaboré leurs projets professionnels, mais il faut l'avoir parce que le projet professionnel te permet tout de suite de savoir, de répondre à, si vous voulez, 3 questions, pour résumer, qui sont qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, c'est tout un document. Je pense que ça peut servir d'autres thématiques à traiter dans l'avenir, comment élaborer son projet professionnel. Mais déjà, ça vous permet de répondre à ces questions et du coup, ça va vous faciliter le processus de reconversion. Donc, également, lorsque vous prenez le top 7 des points que j'ai développés là par rapport à la valorisation ou au développement de vos compétences, il faut déjà vraiment penser et réfléchir, vraiment identifier votre centre d'intérêt. Parce que aujourd'hui vous faites une activité, certainement, peut-être que vous n'aimez pas, mais parce qu'elle vous soutient économiquement. Et de l'autre côté, il y a une autre activité que vous souhaitez faire, mais vous n'avez pas forcément d'opportunité dans ce domaine. Il faut déjà commencer par identifier cette activité. Ça, c'est la toute première étape. De l'autre côté, il faut se fixer des objectifs. Encore une fois, avoir un plan d'apprentissage. Il faut donc apprendre tout en évaluant. Voilà. Il faut vraiment utiliser la roue des demi, le PDCA. Donc, aller tout en évaluant, tout en essayant de checker un peu, je suis à quel niveau, qu'est-ce qui reste, est-ce que je peux encore continuer à apprendre, ainsi de suite. Donc, j'encourage vraiment le monsieur à dédramatiser la situation et à se jeter. Je l'ai dit tout à l'heure, l'entraînement c'est la mère de l'improvisation. Il faut se jeter et puis on parvient à atteindre l'objectif par la suite. Alors, différence entre soft skills et hard skills. Alors, les hard skills, pour être très court, ce sont des compétences qu'il faut, généralement que vous avez obtenues sur la base d'une formation. C'est des compétences techniques qu'il faut pour être, par exemple, comptable. Voilà, il faut vraiment maîtriser comment faire les états financiers, le bilan, ainsi de suite. Pour être comptable, vous avez besoin de certains hard skills. On les appelle également des compétences techniques. De l'autre côté, des soft skills, on peut aussi les qualifier des compétences transversales.
Généralement, ce sont des compétences qui relèvent beaucoup plus de votre personnalité. Donc, je peux prendre l'exemple sur la communication. À tous les postes, on communique, on est d'accord. Comment communiquer? Je peux prendre l'exemple sur le sens d'écoute. Quand on parle de sens d'écoute, ce qui nous arrive le plus souvent, c'est que lorsqu'on nous parle, on réfléchit beaucoup plus à la réponse. D'accord?